Voilà, parce que je pense que c'est intéressant qu'on ait un temps de débat quand même assez long. Il y a peut-être des questions, peut-être dans un premier temps aussi des questions de compréhension vis-à-vis du projet et de l'expérience en tant que telle. Et puis sinon, si vous le souhaitez, dès maintenant également, des questions un peu plus larges sur le débat pour la question de l'orientation ou le développement des circuits courts grâce à la demande publique. Marjorie Jouan, Notre Europe. Je voulais vous poser une question concernant les appels d'offres et plus précisément parce que j'ai plusieurs fois entendu passer du bio local. Or en fait, dans les appels d'offres, on a compris que vous essayez de faire des choses beaucoup plus sophistiquées, notamment dans la rédaction, mais autant le bio est certifié, etc., autant le local, c'est peut-être moins justifié. Alors bon, est-ce que c'est une question pertinente ou au contraire, finalement, ça peut se gérer autrement? Nous, la question ne se pose pas trop parce que du bio, on n'en a pratiquement pas. Donc, vu qu'on est sur un territoire de parc, on a une agriculture qui est assez extensive. On a pas mal de personnes qui sont intégrées, des producteurs qui sont adhérents de l'association, donc de la plateforme, qui sont en marque parc, donc sur laquelle on valorise leur culture extensive. Mais on n'a pratiquement pas de producteurs bio. On les compte sur le doigt de la main. Donc, on va plutôt chercher à intégrer des critères qui vont faire en sorte que les collectivités vont aller vers du circuit de proximité et des producteurs locaux. Alors, à l'époque de la rédaction de ce guide aussi, il faut le noter, on n'avait pas encore la modification de l'article 53.1 ou 55.1, que je ne me trompe pas, je ne sais plus, qui permet maintenant aujourd'hui de marquer qu'on peut favoriser un approvisionnement en direct près de la production. Donc, il y a d'autres choses qui permettent de le faire. Effectivement, après, si on veut du bio, c'est encore beaucoup plus simple, parce que là, il suffit de faire un allotissement qu'avec une gamme de produits bio. Sauf que vos producteurs bio pourront être aussi confrontés quand même aux gammes bio que peuvent maintenant avoir des fournisseurs standards. Et ça, elle est assez importante maintenant, cette gamme. Vous avez Break France et tout ça, ils savent faire, ils ont des prix qui sont effectivement qui vont tout casser. Donc ça n'empêche pas que si vous faites un allotissement en produits bio, vous allez devoir aussi intégrer des critères de proximité pour pas vous retrouver effectivement après au dépouillement à devoir effectivement choisir Break parce qu'ils seront de toute façon moins chers. Lucie Juilien, communauté de communes de Quillebeuf-sur-Seine, on est situé sur le parc naturel des Boucles de la Seine. Vous avez parlé tout à l'heure de gouvernance alimentaire, je voulais savoir ce que vous mettiez derrière, savoir s'il y a des questions d'autonomie alimentaire aussi derrière, et surtout savoir si les élus sont sensibles à cet argument-là. Parce que les miens sont sensibles à l'argument du coût, et qui pour le coup n'est pas du tout un argument, et j'en cherche d'autres du coup. Alors, la gouvernance alimentaire, ce que l'on y met derrière, parce qu'il n'a pas été clairement défini ce terme. Aujourd'hui, on a cherché à le faire, notamment dans le cadre du réseau rural régional Midi-Pyrénées, l'année dernière, dans le cadre d'ateliers à Figeac. Il y a une personne d'ailleurs qui participe ici, je ne sais pas si elle est là, Sandrine Fournier, qui a fait un travail notamment auprès d'une coopérative à Figeac sur ces questions de gouvernance alimentaire. Ce que l'on entend, nous, en tout cas, au niveau du parc, c'est que quand on a commencé le comité de pilotage en 2008, on avait une 50aine d'acteurs qui étaient réunis. Et en fait, ces besoins en termes d'acteurs, c'était surtout parce qu'on avait répondu à un appel à projet qui était circuit court et économie sociale et solidaire. Donc on devait essayer de considérer effectivement toutes les personnes qui étaient concernées par l'alimentation. Donc au début, on n'était pas que sur la restauration collective, donc ça a touché tout le territoire. C'est au fur et à mesure de l'avancée du projet qu'on s'est orienté sur ce créneau de la restauration collective, mais on a gardé cette volonté que le dialogue soit ouvert entre toutes les personnes qui étaient concernées par l'alimentation du territoire. Donc aujourd'hui, on a toujours un comité de suivi qui travaille sur ces questions-là. On a une animatrice qui a été recrutée dans le cadre d'un appel à projet sur ces questions de gouvernance alimentaire et qui, elle, est là vraiment justement pour faire le lien. Alors, elle a une part de responsabilité sur l'animation de l'amont, c'est-à-dire comment les producteurs s'entendent pour fixer des prix communs, qui est un travail relativement lourd, technique. Elle a un travail sur l'aval, donc que sur la demande, où elle va aller voir justement par rapport à ces questions d'appel d'offres, comment faire avancer les collectivités. Et elle a un travail justement de mise en cohérence de ces deux attentes, des producteurs et des demandes, où donc on anime des groupes de travail pour savoir quels sont les freins que l'on pourrait lever ensemble et qu'est-ce qui devient facilitateur quand on arrive à dialoguer. Et au milieu, donc on a aussi les parents d'élèves, on a des coopératives, on a deux coopératives, on a une fruits et légumes et on a une autre coopérative qui est une coopérative d'approvisionnement, donc qui n'a rien à voir dans les échanges commerciaux, mais qui est là aussi un peu pour mettre son énergie justement sur ce travail, sur cet aspect de faire en sorte qu'on arrive à consommer local, ce qu'on produit localement, quoi. Bonjour, Gilles Maréchal, Fersivam Bretagne. C'est une remarque sur le titre de l'atelier et ce à quoi on a répondu. En fait, on a traité de comment accroître le volume des achats de la demande publique.
et à mon sens pas du tout comment accompagner le développement des circuits courts par la commande publique. Alors d'abord parce que bon, qualitativement on traite là la commande publique comme si elle était isolée de tout le reste. Or, une carotte qui va vers une cantine, c'est une carotte que je n'aurais pas à vendre à mes clients de 20 ans qui viennent à la ferme tous les samedis ou bien qui viennent sur le marché. Donc ça me paraît important de resituer la commande publique à l'intérieur de différentes modalités qui existent sur un territoire de circuits courts et qui peuvent entrer en synergie ou assez souvent en concurrence. Et deuxième point, sur le plan quantitatif, cette commande publique, pour l'instant, elle n'est pas anecdotique, mais c'est 3 fois rien. Enfin, globalement, ce que représente la commande publique par rapport aux autres, même dans des situations où sur un département, il y a, je ne sais pas, 500 000 repas ou 500 000 composants de repas qui sont vendus tous les ans, ce n'est pas grand-chose. Pour le producteur, ça représente pas mal de désagréments parce que c'est moins payé en général que le prix que je peux obtenir sur un marché. Il y a des coûts de transaction, d'organisation et autres qui sont extrêmement élevés. Donc ça peut entrer alors peut-être en complément ou en préparation de marché de l'avenir. Mais dans le stade où nous en sommes, c'est quelque chose, je dirais, de tout à fait secondaire par rapport au continuum des circuits courts. Alors, secondaire, en France, les pays qui, par des politiques macro, ont fait l'effort, comme le Brésil par exemple, d'avoir une politique réelle liée avec le social pour l'approvisionnement, là ça devient important. Nous pourrions le faire. Les 10 milliards de la PAC pourraient être au moins partiellement réorientés vers ça pour solvabiliser les commandes. Mais ce n'est absolument pas le cas. Donc, bon, je n'apporte pas ici de solution ni de choses dans le débat technique, mais je voudrais simplement attirer l'attention sur 2 points. Ne pas isoler la demande publique du reste de la demande et de la relativiser dans son importance. Juste avant, moi, je voulais dire, c'est pour ça qu'effectivement dans l'introduction, ça me paraissait important de dire que la mesure de l'impact de ces politiques-là est importante, parce que si on reste effectivement dans des petites expériences, on arrivera à en faire au début, mais voilà, moi je pense que ça demande des politiques plus larges et la question aussi territoriale derrière pour que ce soit intéressant. Alors, juste plusieurs points de précision. Vous avez raison de le souligner. C'est pour ça aussi qu'au début, je disais bien qu'on traitait que par rapport à ce biais-là, puisqu'on ne pouvait pas être exhaustif sur l'atelier. Évidemment, les producteurs avec lesquels on travaille sur l'approvisionnement de la restauration collective, ils ont d'autres débouchés. Bien souvent, ils ont d'autres débouchés en vente directe, sur lesquels on ne va pas intervenir. Nous, pour notre expérience, on a eu un peu un débat institutionnel, parce que le parc est chevauché par des pays. Donc, des pays ont pris certaines modalités. Nous, on a travaillé plus précisément sur cette question de la restauration collective. Donc on a des accompagnements un peu combinés entre les institutions, ce qui n'a pas été facile à mettre en place, vous imaginez bien. Mais du coup, voilà, on a réussi à s'entendre là-dessus. Mais évidemment, donc, ils ont d'autres débouchés en vente directe, notamment sur la création de boutiques de produits locaux, sur lesquels on va les aider aussi. Mais voilà, c'était pas tellement le thème aujourd'hui, enfin en tout cas par rapport à la vision qu'on a apportée nous sur locataires, mais on travaille là-dessus. D'autre part, quand on a monté ce projet et qu'on s'est positionné sur la restauration collective, on n'a jamais voulu faire en sorte que ce soit concurrentiel des débouchés qu'avaient déjà les producteurs. Ce qui n'a pas été facile au début, puisqu'on a beaucoup de producteurs, et notamment en viande bovine, qui vont nous fournir justement des blanquettes et des daubes, et qui vont se retrouver qu'avec des morceaux, on en a parlé un peu tout à l'heure, avec des morceaux plus nobles à écouler. Eux, ça les gêne dans leur commercialisation. Donc on a tout un travail d'accompagnement de cette offre pour savoir si en amont, on ne peut pas réfléchir le système de production de l'éleveur pour qu'il puisse garder ses circuits de commercialisation long, direct, et qui puisse mettre en place un 3e circuit de commercialisation par la production de bovins adaptés à la restauration collective. Donc ça c'est possible, c'est faisable. On a un accompagnement technique de l'établissement départemental de l'élevage qui regarde le coût sur l'exploitation, le temps du travail que ça va leur demander, etc. Et le point important aussi sur les producteurs qui se sont engagés dans cette démarche-là, c'est qu'on était sur, on en a parlé aussi, ça a été évoqué ce matin, on était pas sur des déçus mais sur des essoufflés de la vente directe.
Donc ce circuit de commercialisation de la restauration collective, c'est pas quelque chose qui va les sauver. D'ailleurs, on n'a jamais souhaité, et ça a strictement été inscrit dans les statuts, on ne souhaite pas qu'un producteur soit 100%, qui mette 100% de sa production dans la plateforme. Donc nous, la plateforme a été plus vue comme une opportunité commerciale que devaient saisir les producteurs pour certains produits qu'ils avaient à proposer, mais jamais comme un circuit complètement vital pour eux, quoi. Je vais en profiter juste pour vous donner une autre petite expérience en viande bovine, puisqu'en Maine-et-Loire, on a un groupe de producteurs qui fournit des collèges. Ça a été possible parce qu'on avait un groupe de collèges, un groupe de producteurs et un abattoir local qui était, on va dire, qui travaillait en semi-industriel seulement, donc qui pouvait avoir une bonne traçabilité des produits et faire des bons lots, on va dire. Et du coup, on a une viande tracée locale qui vient d'un groupe de communes, qui va sur un des collèges qui sont situés à peu près sur le même territoire et où le reste, donc on arrive à passer en ce moment 2 avants de bêtes par semaine par ce créneau-là. Et les arrières de ces bêtes-là sont pour l'instant vendus par le même abattoir, donc par les créneaux qu'ils avaient habituellement avec lui. Du coup, on arrive à avoir un prix lissé à l'année pour les collèges pour tous les morceaux avant qui est de 6,50 €, ce qui convient parfaitement au collège, et les prix arrière qui sont les prix des morceaux nobles. Donc pour l'instant, l'expérience fonctionne chez nous avec une vingtaine de producteurs qui arrivent à apporter ces deux bêtes semaine pour une dizaine de collèges. Oui, Joël Thomas, la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Donc en fait, je voulais réagir sur 2-3 choses. Ce que tu disais, Pascal, effectivement, en général, la restauration collective, c'est un débouché parmi d'autres pour les producteurs. Ça renvoie à cette idée qu'on peut certainement pas installer des gens que là-dessus. C'est souvent ce que nous disent, ce que nous affirment nos élus, mais enfin, moi j'en doute énormément. C'est sans doute pas une bonne chose, c'est assez dangereux. La deuxième chose, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, la restauration collective, c'est pas un débouché économiquement parlant, en tout cas sur le sud Aveyron où je travaille. Il n'y a pas d'enjeu économique autour de ça. On a calculé les 2 plus grosses cuisines centrales, c'est Millau et Saint-Afrique. Quand ils font du steak haché, sur un repas, ça fait une vache, quoi. Enfin, si on pouvait tout passer en steak haché, ça ferait une vache. Donc c'est vraiment presque rien par rapport à la production actuelle. Par contre, ça peut être un levier pour développer, à mon avis, les circuits courts, dans la mesure où autour de ça, il peut y avoir de la communication. On touche quand même des élèves, des jeunes et des parents potentiellement derrière. Donc il y a certainement quelque chose à faire au niveau de la communication là-dessus. Et dernière chose, tu disais Pascal, donc effectivement si on met dans un appel d'offres bio, on risque d'avoir d'autres approvisionneurs enfin, qui se positionnent sur les marchés. C'est aussi le cas sur le local. Nous, on a travaillé avec le Conseil général sur un appel d'offres qui quand même comportait 54 tonnes de viande pour 19 collèges. On a accompagné les producteurs, on a même participé à la rédaction de l'appel d'offres. Et au bout du bout, c'est pas les producteurs locaux qui ont eu gain de cause, ils n'ont eu aucun lot. Et par contre, dans la plupart des cas, les structures qui se sont positionnées ont certifié un approvisionnement local et je pense qu'elles vont le tenir, quoi. Donc, René Gronot, je suis ancien éleveur bio et aujourd'hui chargé de mission agriculture au parc Périgord-Limousin. J'avais plusieurs remarques, une qui a trait justement au contour de la question. Le problème pour moi qui travaille aussi sur un parc qui est à cheval sur 2 départements et 2 régions, c'est la conception même du terme local, de ce que c'est que le local pour les élus. La plupart des élus considèrent que le local c'est vraiment leur commune, quoi. Et puis à la limite leur communauté de communes, mais dès qu'on va un petit peu plus loin, puis alors si on passe dans le département ou la région d'à côté, même s'ils sont à 5 bornes de là, ils considèrent que c'est déjà plus du local. Donc il faut arriver à faire entendre que le local ça dépasse un petit peu ces distances-là, quoi, hein. C'est pas, on n'arrivera pas à nourrir tous les enfants de leur cantine avec juste la petite production de leur petite commune, quoi. Donc ça, c'est déjà un souci. Après, donc, de la même façon, tous les producteurs locaux, y compris ceux qui font de la vente directe, n'ont pas forcément envie de faire de l'approvisionnement local. Et du coup,
pour les élus qui souhaitent faire de l'approvisionnement local devient un cheval de bataille électoral, on va dire, et plus un outil de développement économique. Ils veulent pouvoir dire qu'ils font du local, mais en réalité, ils se foutent un petit peu de l'impact de cet approvisionnement local sur le local. Du coup, on passe à côté du sujet, quoi. Et puis, alors, la question du bio et du pas bio dans les appels d'offres, à l'époque où en tant que bio, on essayait de développer le bio dans la restauration collective, on nous disait de ne pas faire d'appel d'offres en bio parce que c'était interdit, ou bien que de toute façon, il n'y aurait pas la matière pour fournir, quoi. Et puis maintenant que c'est devenu, que le marché du bio est devenu porteur et qu'il y a de grosses industries qui se sont penchées sur le sujet et qui sont capables de fournir, on nous dit que il faut plus parler de bio parce que de toute façon on passe à côté du sujet, puis qu'on fait plus du local, on fait du bio, puis que le bio il arrive du Brésil justement ou de n'importe où, quoi. Je pense que sur la question, l'accompagnement du développement de l'approvisionnement local et de l'écologiquement responsable, parce que moi il me semble que les deux vont quand même de pair, sans aller jusqu'au bio forcément. En tout cas, il y a une responsabilité environnementale dans la consommation qui entre en ligne de compte dans l'approvisionnement local. Ce développement-là, cet accompagnement-là par la commande publique ne passe que par une prise en considération par les élus de toutes les dimensions de cet aspect-là, et pas juste de considérations électoralistes ou pleines de bonne volonté parfois, mais en tout cas déconnectées de la réalité du terrain, quoi. Merci pour votre témoignage. Je crois que oui, effectivement, il y a aussi un gros besoin de communication avec les élus ou d'échange avec les personnes qui sont dans les collectivités publiques et qui vont orienter cette demande pour qu'effectivement ils sachent réellement ce qu'ils vont demander, quel type de produit, qu'est-ce qu'il y a comme mode de production derrière, et puis les questions territoriales qu'il y a derrière, de sites de production, de bassins de production, etc. Donc Ève Sémard du Conseil régional de Picardie, j'avais deux questions. Si on prend du coup les circuits courts dans leur globalité au niveau de développement territorial, est-ce que la commande publique, elle pourrait pas donc, comme vous dites, intégrer tout ce qui est environnement, et pourquoi vous l'avez pas fait au niveau de votre commande publique? Parce qu'on pourrait mettre des critères environnementaux qui permettraient aussi un développement territorial autre. Et de la même façon, est-ce que vous avez vu des installations qui se sont créées, même si il faut pas s'installer, on peut pas. Il est peut-être pas préférable de s'installer que avec comme débouché la restauration collective, mais est-ce que ça peut pas être un levier qui fait qu'on va s'installer? Alors, Maëlle me corrigera peut-être, mais non, on a intégré la dimension environnementale. Comme je disais, le souci, c'est qu'on n'a pas beaucoup de bio sur le territoire du parc. Donc, on a essayé de valoriser au maximum tout ce qui était marque parc. Sauf que, d'ailleurs, on n'a pas eu suffisamment de temps avec l'Europe ce matin, mais c'était une des questions à lui poser, puisque le fait aujourd'hui que cette marque parc ne soit pas reconnue par nos institutions et notamment européennes, elle n'a aucune valeur juridique. Donc quand on met de l'environnement, c'est pareil, la marque parc, elle peut très bien être en concurrence avec du bio. Dans ce cas-là, ça va être le bio, ça va être le bio qui va l'emporter, puisqu'il y a un vrai cahier des charges officiel, même s'il y en a un vrai sur la marque parc, mais il y a un cahier des charges officiel. Donc la difficulté, c'est de pouvoir faire accepter ça. Et ça nous est arrivé il n'y a pas très très longtemps sur un marché public qui était adapté justement sur des critères environnementaux, où on avait valorisé la marque parc avec transmission du cahier des charges, etc. Et où c'est pas passé parce qu'effectivement, bon, il y avait aussi une volonté de l'élu, et là c'est tout à son honneur, de valoriser un producteur qui était en bio et qui était plus local, effectivement. Donc c'était un peu, on va dire, un peu arrangé avant. Donc c'est tout à son honneur, mais effectivement, voilà, ça peut ne pas passer dans les critères. La deuxième question, c'était... Sur l'installation, voilà. Sur l'installation, on a vu des choses assez intéressantes qui se développent aujourd'hui. C'est que lors des réunions d'information des producteurs pour présenter la plateforme, comment elle fonctionnait et quel était son but, on a plusieurs jeunes qui sont venus se présenter à ces réunions d'information en disant justement qu'ils étaient intéressés pour développer dans leur exploitation ce circuit-là. Parce qu'aujourd'hui, la plateforme, rien que par rapport à la restauration collective, ne se suffit pas d'elle-même. On a un salarié dessus et on a des moyens, donc un véhicule frigorifique et un
local avec une chambre froide qui permet de servir de point de rupture, qui est ouverte aux producteurs, donc les producteurs déposent. Le salarié vient, prépare les commandes et livre. Aujourd'hui, ça ne suffit pas, donc on l'a vu notamment par rapport à la viande bovine, on a des problèmes sur l'écoulement des arrières. Donc on a effectivement un développement d'autres circuits, qui vont être des circuits privés, plus publics. Donc aussi bien les comités d'entreprise que les particuliers groupés, sur lesquels on va essayer en fait, de faire une marge un peu plus importante pour toujours avoir cet écoulement sur la restauration collective, comme elle le disait tout à l'heure, des avants, des bestiaux à des prix qui soient à peu près raisonnables pour qu'ils nous les commandent. Ça, c'est un premier point. L'avantage aussi de la demande publique, et c'est là où on rejoint un petit peu ce que je disais sur le rôle des élus qu'on a dans nos parcs, c'est qu'effectivement, ils ont tout ce qui est buffet, etc., qui sont organisés, les manifestations, qui peuvent être aussi un levier et qui n'est pas forcément de la restauration collective. Nous, on a, sur cette fin d'année, il y a 6 ou 8 buffets qui sont organisés sur le territoire, qui sont exclusivement fournis par Egaldoc. Quand on regarde la valeur ajoutée de ces buffets, finalement, c'est plus important que si on avait livré 100 kg de viande à un collège. Donc ce levier est aussi important. C'est pour ça que ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. La demande publique, elle n'est pas simplement sur la restauration collective, même si au bout d'un moment, il faut aussi fixer un cap et pas trop s'éparpiller, parce qu'après, on ne devient pas bon, quoi. Et après, là aussi, il y a encore un autre rôle de l'élu qui est important, c'est sur la logistique. C'est que l'entrepôt dont on dispose aujourd'hui est un entrepôt communal qui nous a été, qui est loué à la plateforme, mais qui est loué à un prix très intéressant. Et effectivement, si on avait été dans le secteur plus que concurrentiel, on n'aurait jamais eu cette opportunité-là. Donc l'élu a aussi un rôle de facilitateur technique là-dedans, quoi. Bien, merci à tous pour votre participation. Parmi nos intervenants de l'atelier, vous n'aviez rien à ajouter. On va pouvoir passer la parole à notre rapporteur. Ah oui, non, alors pour la synthèse, comptez pas trop sur moi, je vais faire mon travail dans le train, je vous aurai un travail écrit que je remettrai au groupe. Peut-être juste parce que je crois que c'est de toute façon, on n'a pas fait le tour du débat, on travaille, nous dans notre chambre d'agriculture dans le Var, sur l'approvisionnement des collectivités, et c'est vrai que on galère sacrément, et je crois qu'il n'y a pas un exemple où on a atteint un niveau de pérennité, de solution et de pérennité d'un mode de fonctionnement. Juste un petit mot pour vous dire que on a participé à des réunions aussi dans notre département avec les cuisiniers, les gestionnaires, des producteurs, on les a tous mis ensemble et pour qu'ils discutent, qu'ils parlent de leurs problèmes. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ceux qui avaient les cuisiniers qui commençaient à travailler des produits locaux, ils retrouvaient une fierté de travailler. Et ça, c'est peut-être un mot qu'on a dit aussi ce matin. Le producteur, lorsqu'il travaille en circuit court, il retrouve ce contact avec le client. Il a une vraie reconnaissance de son travail, mais le cuisinier aussi. Et c'est un élément on se rend compte, lui, on arrive à le pérenniser. On voit, c'est vrai que sur certains produits, les fromages de chèvre, des yaourts, des lapins, des choses comme ça, c'est plus facile. On arrive encore à se déplacer, à régler quelques problèmes de logistique. Lorsqu'on attaque les gros problèmes du maraîchage, là, il y a vraiment... Mais bon, en tout cas, voilà, juste ce petit mot pour vous parler de mon sentiment. J'y croyais plus trop pendant un temps, et quand j'ai vu l'implication des cuisiniers dans leur travail qui changeait, leur vision du travail changeait, grâce à ça, ça m'a redonné espoir.